Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Je passe maintenant à la présentation de notre conférencière de ce soir, Cécile Sykes. Elle est physicienne, elle est directeure de recherche au CNRS, chef de l'équipe biomimétisme du mouvement cellulaire à l'Institut Curie. Ancienne élève de l'école polytechnique, elle a passé en 1990 une thèse de doctorat en physique des solides. De 1992 à 1996, elle est chercheure au CNRS à l'université Pierre et Marie Curie. Depuis 1996, chercheur CNRS à l'Institut Curie et depuis septembre 2004, directeur de recherche au CNRS. Elle est fondatrice de l'équipe biomimétisme du mouvement cellulaire et depuis 2004, elle est professeure chargée de cours à l'école polytechnique. Elle est spécialiste de la physique de la cellule. Elle travaille à l'interface plutôt entre la physique et la biologie. Elle mène des recherches notamment sur le biomimétisme du mouvement cellulaire. Elle a développé récemment des systèmes artificiels qui miment le mouvement de bactéries comme l'Listeria afin d'en étudier les propriétés physiques. Ces systèmes expérimentaux ont été également utilisés pour étudier le mécanisme biochimique du mouvement. Elle a auparavant mené des recherches sur les défauts ponctuels dans les semi-conducteurs, puis s'est intéressée au phénomène de l'adhésion et du mouillage lors de l'étalement de films liquides sur des surfaces solides. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales et elle a déposé 2 brevets internationaux. Je lui cède donc la parole pour une 50aine de minutes, après quoi il y aura un échange avec la salle d'une 20aine de minutes. Je vous remercie. Bien, merci pour cette introduction. Merci à vous tous d'être là ce soir. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, cette conférence est dans le cadre des conférences des applications sur les applications de la physique. Et ce soir, c'est des applications de la physique à la biologie cellulaire dont je vais vous parler. Alors finalement, la biologie cellulaire, l'histoire de la biologie cellulaire et de la physique, eh bien finalement c'est comme ça qu'elle a démarré, puisque les premières observations de cellules ont été faites par le physicien Robert Hooke, dont voici le portrait, qui est très connu par les physiciens pour sa théorie de l'élasticité. En particulier, on lui doit le fait de comprendre pourquoi la force sur un ressort est proportionnelle à l'allongement du ressort. Et donc ce physicien a développé la microscopie optique dans la suite des travaux de Galilée et de Descartes. Et sous son microscope, il a eu l'idée de mettre une fine couche de liège, une couche mince de liège, dont le dessin vous est représenté ici. Et il a publié donc en 1665 qu'une fine couche d'un matériel vivant comme le liège était formée de petites alvéoles qu'il a lui-même appelées cellules. Donc ça a été la première image de biologie cellulaire, si on peut dire, qu'on a connue. Alors ensuite, c'est quelques années plus tard, Van Leeuwenhoek observe les premières bactéries, donc les premiers organismes qui sont capables de bouger, donc qu'on voit bouger sous le microscope. Il continue à développer la microscopie optique et il observe également des levures, en particulier les levures de la bière. C'est seulement presque 100 ans plus tard que la théorie cellulaire a pu naître, c'est-à-dire cette théorie selon laquelle tout tissu vivant est formé de cellules et que ces cellules sont capables de se diviser. Et donc les progrès de la microscopie à nouveau ont permis de visualiser le noyau. Le noyau, quand je parle de noyau, je parle de cellules animales. Alors pour mémoire, Pasteur a développé la microbiologie à partir des années 1860 et c'est depuis les années 50 qu'on connaît la morphologie de la cellule, qu'on sait comment la cellule, quels sont les constituants de la cellule. Et ces études de biologie cellulaire on peut dire, exploser à partir des années 70 avec le développement et l'essor considérable de la biologie moléculaire et de la biochimie. Alors je ne citerai pas ici dans cet exposé les techniques de microscopie, quand je dis les microscopies, c'est-à-dire la microscopie optique et la microscopie électronique, mais bien évidemment tous les progrès qui ont été faits dans ces microscopies ont permis de connaître justement ces objets, ces cellules. Alors
on peut se demander, quand on est physicien, où est la physique dans une cellule animale? Alors je parlerai dans la suite donc principalement de cellules animales, c'est-à-dire de cellules eucaryotes, c'est-à-dire qui ont un noyau. Alors la taille de ces cellules, eh bien c'est de l'ordre, c'est entre 1/10 de millimètre et 1/100 de millimètre, et c'est on peut le voir de manière extrêmement simple comme un sac avec une membrane sur laquelle je vais revenir dans quelques secondes. Et ce sac, comme vous le savez, est rempli d'un noyau dans lequel l'ADN est fortement compacté. Et donc l'ADN est à la base de la vie, comme vous le savez. Et alors ensuite, donc il y a tout un tas de... Ce que j'ai représenté ici en gris sont des morceaux de membrane en fait qui servent au transfert de toutes les protéines qui sont synthétisées proches du noyau vers le reste de la cellule, mais j'y reviendrai presque pas dans la suite. Et maintenant cette membrane, eh bien c'est une membrane assez complexe. Vous voyez qu'ici elle est attachée à des polymères extérieurs, mais elle est également attachée à des polymères, donc à des longues molécules, je définirai un petit peu plus tard le mot polymère, à l'intérieur de la cellule. Et donc cette membrane va permettre des échanges entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. Alors si on regarde d'un petit peu plus près comment elle est faite, eh bien elle est faite d'une double couche de molécules qui ont une partie hydrophile et hydrophobe, c'est-à-dire elles ont une petite tête polaire qui aime l'eau et une queue qui est hydrophobe, qui n'aime pas l'eau. Donc elles vont s'arranger pour être le plus heureuse possible en quelque sorte, et elles vont mettre leur tête vers l'eau. Évidemment, la cellule comprend tout un tas de matériel, mais c'est principalement de l'eau. Et l'extérieur, c'est aussi principalement de l'eau. Donc cette petite tête polaire va se mettre vers l'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule, et donc former une double couche tout autour du sac cellulaire. Alors dans cette membrane sont enfichées des protéines qui sont représentées ici en vert, qui sont ce qu'on appelle des protéines transmembranaires, contrairement aux autres protéines dont on va largement parler dans la suite, qui sont à l'intérieur de la cellule. Ces protéines sont justement là pour assurer les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, faire passer des protons, des molécules, de la nourriture, tout ce qui est nécessaire à la vie de la cellule. Alors une autre chose sur laquelle on va largement revenir dans la suite, c'est maintenant la structure qui sous-tend cette cellule. Vous savez certainement vu déjà des images de ces cellules qui sont souvent rondes ou qui ont au moins une partie ronde. Disons que ce sont des objets à 3 dimensions. Eh bien, ils sont à 3 dimensions parce qu'ils sont sous-tendus par cette structure très complexe de filaments enchevêtrés entre eux, accrochés entre eux, qui donnent finalement une espèce de structure en filet de pêche en 3 dimensions, si vous voulez. Alors, vous savez que les cellules se divisent, mais vous savez peut-être moins que les cellules se déplacent. Et donc il y a plusieurs phénomènes dans lesquels on voit des cellules qui se déplacent. Alors j'ai choisi de vous montrer celui-ci qui est une cicatrisation. Alors ici sur l'image en haut à gauche, vous voyez, c'est une monocouche de cellules. Chaque cellule est une de ces petites alvéoles qu'on voit ici. Donc une couche unique de cellules sur un substrat, sur du verre ici. Et donc on fait une plaie artificielle, c'est-à-dire qu'on passe par exemple avec une petite pipette de verre pour aller enlever les cellules, ouvrir une plaie. Et ce qui se passe ensuite, vous voyez, au bout de quelques heures, eh bien, les cellules sont capables de migrer, de se déplacer sur la surface pour aller bien cicatriser cette blessure. Et vous voyez qu'au bout de quelques heures, au bout de pas mal d'heures, 22 heures, eh bien, on ne distingue presque plus cette plaie initiale. Donc, quand on se blesse, eh bien, les cellules se déplacent pour aller cicatriser cette blessure. Alors, un autre endroit dans lequel les cellules se déplacent anormalement rapidement, c'est dans la maladie du cancer. Puisque vous savez sans doute que un des dysfonctionnements du cancer, c'est que les cellules se divisent anormalement rapidement. Eh bien, un autre dysfonctionnement du cancer, c'est que ces cellules bougent et se déplacent anormalement rapidement.
Alors dans toute la suite, je parlerai de motilité cellulaire. C'est un mot qui existe parfaitement dans le dictionnaire. C'est le mouvement d'un organisme vivant. Donc soit je dirais mouvement d'une cellule, soit je dirais motilité. Alors pour expliquer, donc juste un petit schéma pour expliquer pourquoi la motilité cellulaire a des implications dans le cancer. Eh bien ici, vous voyez une tumeur dans laquelle les cellules se sont divisées anormalement rapidement, ce qui donne d'ailleurs souvent une tension à ces tissus. Et eh bien, ces cellules s'échappent de ce foyer infectieux et sont capables de migrer juste pour être ensuite transportées dans le sang. Et elles sont capables également de migrer pour sortir des vaisseaux sanguins et infecter un nouveau foyer cancéreux. Et c'est ce qui s'appelle des métastases. Les métastases sont causées par une vitesse anormalement rapide des cellules. Alors le mouvement cellulaire et la protéine qui est responsable de ce mouvement de la cellule est extrêmement conservée dans beaucoup de types cellulaires. Ici par exemple vous avez une amibe qui est en train de se déplacer vers la droite. Eh bien, les amibes sont des êtres unicellulaires, des organismes unicellulaires qu'on trouve par exemple dans les mares ou l'eau stagnante. Eh bien, cette amibe, il se trouve qu'elle se déplace par le même mécanisme qu'utilisent nos cellules à nous pour se déplacer. Alors, je vous montre ce petit film où vous voyez cette cellule qui étend ce qu'on appelle des pseudopodes, c'est-à-dire qu'elle pousse la membrane pour être capable d'aller sonder le substrat, en fait. Donc finalement, elle décide d'aller plutôt ici dans cette direction. Ici, vous allez voir qu'elle décide d'aller dans cette direction et qu'elle va finalement vider ce pseudopode qu'elle avait lancé avant. Et vous voyez également que dans son mouvement, elle transporte le noyau. Vous avez vu également sur ce petit film que l'intérieur de la cellule est rempli de petits objets qui finalement ont un rôle, qui ont tous un rôle dans la vie de la cellule. Et c'est ces petits objets sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Donc finalement, je vous propose 3 parties dans la suite de l'exposé. Une première partie pendant laquelle on va essayer de décrire l'environnement physique d'un objet passif à l'intérieur de la cellule. Vous avez vu là, tout à l'heure que cette cellule était en mouvement, donc elle est en mouvement certainement par un mécanisme actif qui consomme de l'énergie d'ailleurs, qui consomme de l'énergie chimique. Mais dans la première partie, on va plutôt s'intéresser à un objet inerte qui ne sait pas bouger et on va se demander quel est son environnement physique. Dans une deuxième partie, je vous décrirai la structure, l'architecture, comment l'intérieur de la cellule est organisé, quelle est la structure qui lui donne ses propriétés mécaniques. Et enfin, dans la dernière partie, on étudiera ensemble les mouvements actifs dans la cellule, en fait certains mouvements actifs dans la cellule, ceux qui sont ceux de ces bactéries qui se déplacent ici à une vitesse de l'ordre du micron par minute. Ce film est accéléré 900 fois et on va ensemble étudier le mécanisme physique de ce mouvement. Alors, le mouvement dans un fluide. Alors, on a l'habitude de se retrouver plutôt dans une échelle, à l'échelle d'une rivière ou d'un lac. On est sur un bateau et on sait que si on coupe les moteurs, le bateau va continuer à avancer. C'est ce qui s'appelle l'inertie. Et sur un bateau, disons, habituel, eh bien, vous savez comme moi que la distance d'arrêt est bien supérieure au mètre. C'est-à-dire que je vais couper les moteurs. Si je veux arriver à un ponton, j'ai tout intérêt à couper les moteurs bien avant pour ne pas casser mon bateau. Alors par contre, vous imaginez bien que maintenant, si mon bateau n'est plus dans de l'eau, mais dans un liquide extrêmement visqueux, alors ici je vous ai représenté par exemple de la mélasse, mais ça peut être du miel très visqueux, eh bien vous imaginez bien que ce temps d'arrêt va pouvoir diminuer, puisqu'on sait que le miel ou la mélasse coule très lentement, donc vraisemblablement mon bateau va aussi avancer plus lentement et va être moins sensible à cette distance d'arrêt nécessaire pour accoster. Alors, je fais un petit peu d'hydrodynamique. Est-ce qu'on est dans le cas d'un phénomène inertiel ou d'un phénomène gouverné par la viscosité? Eh bien, ce qui nous le dit, c'est le nombre de Reynolds, qui lui fait le rapport entre les forces dues à l'inertie, c'est-à-dire
la force qu'il faudrait que j'applique pour arrêter mon bateau quand je suis sur mon bateau, ou les forces visqueuses, c'est-à-dire au contraire la force que je dois combattre pour pouvoir avancer dans un fluide. Et ce nombre de Reynolds, c'est un nombre sans dimension, puisque c'est un rapport de force, et vous voyez qu'il est proportionnel à la taille de l'objet, proportionnel à la vitesse de cet objet, à la densité du fluide dans lequel il est plongé, et également inversement proportionnel à la viscosité du fluide. Donc vous voyez que si ce nombre de Reynolds est très grand devant 1, eh bien ce sont les forces inertielles qui vont dominer. On va pouvoir négliger les effets de viscosité, c'est le cas du bateau. Si le nombre de Reynolds est très petit devant 1, eh bien la viscosité domine. Et il se trouve que dans une cellule, on est plutôt à un nombre de Reynolds bien inférieur à 1. Donc c'est la viscosité qui domine, on n'a pas de force d'inertie. Alors voici quelques exemples des ordres de grandeur des nombres de Reynolds. Alors vous voyez que pour un nageur dans une piscine, il est égal à 10 000, donc il est bien supérieur à 1. Pour des poissons dans une rivière, il est de l'ordre de 100. Et par contre, pour un spermatozoïde, par exemple, eh bien, il est de l'ordre de 10 puissance moins 4, donc bien inférieur à 1. Donc encore une fois, c'est les effets de viscosité qui dominent. Alors, on pourrait se poser la question, par exemple, pour s'imaginer quel est l'environnement d'un spermatozoïde, quel serait l'environnement dans lequel je devrais mettre un nageur pour qu'il se trouve dans les mêmes conditions hydrodynamiques que son propre spermatozoïde. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour un spermatozoïde, le nombre de Reynolds était 10-4, pour un nageur 10 puissance 4. Donc, il va falloir que je multiplie le nombre du Reynolds, ou que je divise le nombre de Reynolds du nageur par 2 fois, que je le divise 2 fois par 10 puissance 4. Donc, si on rappelle la formule du nombre de Reynolds, eh bien, ça veut dire que ce nageur, il faut que je le mette dans un liquide qui est 10 000 fois plus visqueux que l'eau dont il a l'habitude dans sa piscine, et il faut qu'il nage à une vitesse 10 000 fois plus faible. Alors si on considère qu'un nageur moyen, comme moi par exemple, nage à peu près à 3 km/h, eh bien il faudrait que ce nageur nage à 0,3 mètres par heure. Donc vous voyez bien que c'est extrêmement faible, évidemment. Donc imaginez-vous 2 minutes comme un spermatozoïde, vous voyez que vous ne bougez pas beaucoup et pas très vite. Alors un autre aspect, c'est aussi que dans ce milieu visqueux, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'énergie pour nager, c'est-à-dire que si vous faites ça, eh bien dès que vous arrêtez de bouger, vous allez vous arrêter, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on peut calculer, estimer les valeurs caractéristiques pour ce spermatozoïde lorsqu'il arrête son mouvement, et on trouve que à partir du moment où il décide de s'arrêter et le moment où il s'arrête vraiment, eh bien, il parcourt une distance qui est de l'ordre de 0,1 angstrom, c'est au-dessous de l'atome, c'est totalement négligeable. Et le temps qu'il va mettre pour s'arrêter, c'est 0,3 microsecondes, c'est-à-dire 3 à 10 puissance moins 7 secondes, qui est aussi extrêmement faible. Donc le message que je veux donner ici, c'est que dans la cellule, il n'y a pas d'inertie, les phénomènes sont gouvernés par la viscosité, et on peut définir la force de frottement fluide qui est proportionnelle à la viscosité, à la taille de l'objet et à la vitesse, et on va se souvenir vous allez essayer de vous souvenir dans la suite de cet ordre de grandeur qui est de 10-15 à 10 puissance moins 17 newtons, donc pour un spermatozoïde dans un liquide qui ressemble à de l'eau. Alors le newton, je vous rappelle, c'est la force exercée par une masse enfin 10 newtons, c'est la force exercée par une masse de 1 kg, c'est-à-dire c'est la force que je devrais appliquer avec ma main pour éviter qu'un poids de 1 kg tombe ici par terre. Bien, alors un autre aspect maintenant auxquels sont soumis ces objets à cette échelle à l'intérieur de la cellule, c'est le mouvement brownien. Ici, je vous ai filmé un mouvement brownien au laboratoire en mettant simplement des petites billes de latex d'un demi-micron de diamètre en solution dans de l'eau, et je les ai observées au microscope. Vous voyez qu'il y a une agitation incessante. Et la première observation ici est due à Brown en 1827, qui a observé cette agitation sur des particules de pollen.
Alors imaginez-vous un petit peu à cette époque observer ce type de mouvement. La première chose à laquelle les chercheurs ont pensé, c'est que c'était un mouvement actif, un mouvement vivant. Donc les chercheurs se sont dit, eh bien les particules de pollen sont des particules vivantes, ce sont des cellules vivantes. Bon, en fait non, on le sait maintenant. Et finalement, il a fallu attendre 1889 pour que les premières expériences quantitatives soient faites sur ce système et pour observer en particulier que le mouvement est plus rapide quand la taille des particules diminue. Donc là, c'est encore une expérience que j'ai faite pour vous, où à gauche, vous voyez des particules de 1,5 micron de diamètre, à droite des particules de 3 microns de diamètre, et vous voyez facilement que non seulement la vitesse ici, mais l'amplitude ici est beaucoup plus grande que la vitesse et l'amplitude dans le cas de droite. Je précise que tous ces films que je vous montre là à l'instant sur le mouvement brownien sont en temps réel. Bien, donc une fois qu'on savait ça, eh bien, il a fallu encore attendre Einstein en 1905, qui a proposé la théorie cinétique du mouvement brownien. Vous savez évidemment que cette année est le centenaire de nombreuses découvertes d'Einstein, et celle-là en fait partie. Et finalement, après la proposition de la théorie d'Einstein, c'est Jean Perrin qui a pu confirmer tout ça et montrer que le mouvement augmente quand la température augmente, et que tout ça en fait dépend d'une énergie qu'on appelle l'énergie thermique, qui est proportionnelle à la température par un facteur qu'on appelle le facteur de Boltzmann. Cette énergie thermique vaut 1,5 de kT par degré de liberté. Par exemple, si je suis en 3 dimensions, j'ai 3 degrés de liberté, x, y, z, donc ça va être 3,5 de kT. Alors pour donner un ordre de grandeur de cette énergie, eh bien, à température ambiante, c'est-à-dire la température dans laquelle nous sommes tous ce soir, eh bien, à 300 Kelvin, donc, cette valeur de l'énergie vaut 4 10 puissance moins 21 joules. Ensuite, donc, c'est Jean Perrin qui a montré que le mouvement brownien était géométriquement le même à toute échelle, et ça a été le début de cette physique des fractales dont vous avez sans doute entendu parler. Bien, maintenant, donc, on sait que la cellule, que à l'intérieur de la cellule, des objets sont soumis uniquement à la viscosité et pas à l'inertie. Maintenant qu'on sait également qu'ils peuvent être, qui sont, même quand ils sont inertes, qui sont soumis à cette agitation brownienne, eh bien, on va pouvoir étudier ces objets et étudier comment l'énergie qui est consommée dans la cellule leur donne la faculté de se mouvoir et donc de bouger à l'intérieur de la cellule et de faire bouger la cellule. Alors maintenant, donc, je vais décrire dans cette deuxième partie comment la cellule, enfin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule qui lui permet d'avoir ses propriétés mécaniques et également dynamiques. Ici, vous avez une image d'une cellule dans laquelle ont été marquées toutes les parties denses avec un marqueur spécifique. Et vous voyez que, eh bien, c'est pas du tout homogène. En fait, ça ressemble un peu à une tour Eiffel écrasée. On voit bien qu'il y a une structure sous-jacente dans cette cellule. Et vous voyez en particulier qu'il y a différentes zones. Ici, vous avez des filaments. Bon, ce sont des filaments qui sont branchés. Ici, vous avez des structures plus ténues. Et ici, à l'intérieur, près du noyau, eh bien, vous avez des filaments plutôt allongés, plutôt alignés. Et donc, ce sont tous ces filaments. En fait, on va voir, il y en a que 3 sortes, qui assurent à la cellule de garder sa forme ou de changer de forme. Alors, ces filaments, ce sont des polymères en ce sens que ce sont de longues molécules à l'intérieur desquelles le même motif est répété de nombreuses fois. Donc, je vous ai dit, il y en a de 3 sortes. On va parler seulement de 2 sortes dans la suite, qui sont les polymères dynamiques, c'est-à-dire les polymères qui assurent ensuite le mouvement de la cellule. Alors, ce sont les microtubules et les filaments d'actine. Dans la suite, on va plutôt continuer sur les filaments d'actine, qui sont vraiment importants dans le mouvement des cellules. Mais vous voyez, juste pour vous montrer l'échelle, un microtubule, en fait, est un tube creux qui a un diamètre de 25 nanomètres, et vous voyez dans l'image du dessus, ici, chaque petit filament qui forme ce tube, qu'on est capable de résoudre ici sur une image de microscopie électronique. Alors, ces filaments sont hélicoïdaux,
comme les filaments d'actine, dont la période de l'hélice vaut 37 nanomètres. Alors ces filaments sont plus fins, leur épaisseur varie entre 5 et 8 nanomètres, suivant où on se place, puisque à cause de la structure en hélice, vous voyez qu'ici c'est un petit peu plus fin que ici. Alors cette structure en hélice, vous la voyez encore une fois sur une image de microscopie électronique. Alors moi d'ici en bas je ne distingue pas très bien, mais je suis sûre que vous arrivez à distinguer des parties plus épaisses et des parties plus fines. Alors où les trouve-t-on ces filaments d'actine? Eh bien vraiment à plein d'endroits dans nos cellules, dans plein d'endroits de notre corps. Alors en particulier, ici en bas à gauche, dans les cellules de l'intestin. Alors ici, c'est une cellule épithéliale, une cellule du bord de nos intestins. Et vous voyez qu'elle développe plein de doigts ici. Ces doigts sont développés du côté intérieur de l'intestin, c'est-à-dire ces doigts sont en contact avec ce qui passe dans l'intestin. Le reste de la cellule est représenté ici. Alors l'intérêt pour la cellule de développer ces doigts sont sous-tendus par des filaments d'actine qui leur assurent leur longueur et leur élongation. Eh bien l'intérêt c'est d'augmenter la surface de contact avec l'intérieur de l'intestin et donc d'augmenter la possibilité des échanges entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule et de faire passer les nutriments. Alors un autre exemple de cellules où les filaments d'actine sous-tendent l'architecture, la structure de ces cellules, c'est les cellules de l'oreille interne. Vous voyez ici des touffes ciliaires qui sont des doigts, c'est des doigts de membrane, eux également remplis d'actine, donc remplis de filaments de ce type, qui leur assurent leur rigidité. Alors ici, ces cellules qu'on a dans l'oreille interne, donc ça c'est la partie qui est en contact avec le fluide de l'oreille, et quand on reçoit une onde acoustique, ces petites touffes ciliaires se mettent à osciller, et c'est donc elles qui transmettent ensuite le signal, la fréquence en particulier de l'oscillation au reste du système nerveux. Alors un autre endroit où on a des filaments d'actine très utiles et très actifs, c'est dans nos muscles. Puisque en fait, les muscles sont fabriqués de filaments d'actine sur lesquels courent des myosines. Et donc vous voyez que des myosines, pardon, ce sont des moteurs moléculaires, ce sont des moteurs qui sont capables de courir sur les filaments. Et donc vous voyez que si ce petit moteur court dans ce sens-là et que ces petits moteurs courent dans ce sens-là, eh bien il va y avoir une contraction de l'ensemble et c'est comme ça que nos muscles se contractent. Donc cette protéine actine, on la trouve vraiment partout dans de nombreuses cellules. Et alors, donc non seulement elle a des propriétés elle donne une structure intéressante à la cellule, mais en plus, c'est un polymère dynamique, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce polymère qui est à la base du mouvement des cellules. Alors c'est un polymère dynamique en sens que le filament est polarisé, et vous allez voir dans la petite animation qui suit que, alors ici je vous ai représenté en fait les deux hélices éclatées sur un plan d'un filament d'actine. Alors il est polarisé en sens que les monomères vont venir s'assembler ici, les unités vont venir s'assembler ici, et vont se désassembler de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous regardez ce filament, vous allez voir un régime stationnaire dans lequel la longueur du filament est constante, mais en fait, le filament change tout le temps puisqu'il s'assemble d'un côté et il se désassemble de l'autre. Alors pour mieux le voir, je vous ai peint en violet deux monomères ici. Et donc le bout plus est à gauche, le bout qui croît est à gauche, le bout moins où il y a des polymérisations est à droite. Et vous voyez que quand j'ai des monomères qui s'additionnent d'un côté, j'ai des monomères qui se désassemblent de l'autre côté. Et on va bientôt arriver d'ailleurs à mes petits monomères d'actine violets qui vont être perdus, qui vont aller dans la cellule, qui vont retourner dans la cellule et pouvoir ensuite donc se transformer pour pouvoir recommencer cette réaction. Alors évidemment, la cellule tire parti de ce type de réaction puisque les monomères, encore une fois, se défont de ce côté et se refont de ce côté. Donc elle peut utiliser les mêmes monomères, rechargés en quelque sorte, mais ceci dit, elle va pouvoir quand même avoir un mouvement net vers l'avant, puisqu'on a vu que ce filament, bien qu'il ait la même longueur, est arrivé à se constituer un mouvement vers l'avant. Alors évidemment, la source d'énergie pour ce processus,
il faut une source d'énergie. La source d'énergie qu'utilise la cellule, c'est l'hydrolyse de l'ATP. L'ATP, adénosine triphosphate, s'hydrolyse en adénosine diphosphate. Et d'ailleurs, dans un filament d'actine, il est apolaire pour la raison que ici, vous avez de l'ATP lié à de l'actine, alors qu'à l'autre bout, vous avez de l'ADP qui est lié à l'actine, et l'ADP se défait plus facilement que l'ADP actine se défait plus facilement que l'ATP actine. Et c'est ça qui lui donne ses propriétés de polarisation. Alors maintenant, qu'est-ce que ces filaments ? Pourquoi la polarisation, le fait que ces filaments sont capables de croître, de se déplacer, de donner un déplacement net comme ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le mouvement cellulaire, la motilité cellulaire? Alors ici, je vais vous montrer un modèle, enfin une théorie en quelque sorte, qui a été proposée par Abercrombie en 1980 dans une conférence à la Royal Society of London, ou d'ailleurs une conférence qui a été publiée juste après sa mort, où il a proposé que les cellules bougent par 3 étapes. Et finalement, donc je vais vous expliquer ces 3 étapes. Finalement, on a gardé ce schéma, et ce schéma ne cesse de se confirmer avec les expériences quotidiennes en laboratoire. Alors la première étape est celle dont j'ai déjà longuement parlé, qui est que l'actine polymérise ici sous la membrane, c'est-à-dire tout à l'heure ce filament qui était en train de pousser vers la gauche, maintenant il va pousser la membrane vers la droite. Donc au-dessous de la membrane, les monomères s'additionnent et donc sont capables de déformer la membrane vers l'avant. La deuxième étape, c'est l'adhésion, parce qu'évidemment, ces filaments d'actine s'appuient sur la surface, mais il faut qu'ils s'appuient évidemment sur la surface pour pouvoir générer cette protrusion vers l'avant. Et donc, cette deuxième étape, c'est le développement de points d'adhésion, de points focaux, on dit, d'adhésion, pour accrocher la mélipode à la surface. Enfin, la troisième étape, c'est une étape de rétraction, ici à l'arrière de la cellule. C'est-à-dire l'arrière de la cellule va se rétracter, sous l'effet d'ailleurs des myosines, des moteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces moteurs qui vont courir sur les filaments d'actine et générer, comme dans nos muscles, une contraction. Eh bien, à l'arrière, ce petit muscle, si vous voulez, va faire rétracter la cellule et donc lui permettre d'avoir un mouvement net vers l'avant. Donc je répète, polymérisation de l'actine à la membrane, adhésion, et rétraction grâce aux muscles actine moteur moléculaire. Alors finalement, dans la suite, je vais plutôt me focaliser sur cet aspect-là. Comment on peut produire une force, comment on peut produire un mouvement avec de la polarisation d'un polymère près d'une membrane. Alors comment avance une cellule? Pour vous en convaincre, je vais vous montrer un petit film ici d'un kératocyte de poisson. Cette fois-ci, je vous avais dit que ce type de mouvement était très conservé dans de nombreuses cellules. Vous voyez ici, c'est juste une cellule qui est sur les écailles des poissons. Donc il suffit de prendre une écaille de poisson, de la poser dans une boîte de pétri, et vous voyez la cellule qui avance comme ça. Alors le film est très accéléré ici, puisque la vitesse de toutes ces cellules, c'est de l'ordre du micron par minute. Donc 10 puissance moins 6 mètres par minute. Alors si c'est vrai tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, que finalement le mouvement de la cellule était permis par la polymérisation de l'actine, l'assemblage de ces monomères à la membrane, eh bien ça veut dire que si je prends maintenant un morceau de membrane, eh bien puisque là-dedans j'ai de l'actine, j'ai de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, donc la source d'énergie de la cellule, eh bien ça veut dire que je serai capable également de faire bouger un petit fragment d'une cellule. Alors c'est effectivement ce qui a été montré. Je vous montre d'abord un schéma où vous voyez, donc on prend un fragment, un petit morceau de cette cellule, loin du noyau. Alors dans un premier temps, comme le système continue à fonctionner, eh bien on va avoir cette poussée qui est donnée par la polymérisation de l'actine, à la fois en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc finalement, le système va bouger, mais ne va pas arriver à avoir un mouvement net. Par contre, si on donne un petit coup à l'arrière de cet objet, si on brise la symétrie, si on lui permet de perdre cette symétrie qui l'empêche de bouger, eh bien, on va arriver à le pousser vers l'avant. Et ensuite, la même rétraction aura lieu, puisqu'on a ici des moteurs moléculaires. Et donc, ce petit fragment est également capable de produire un mouvement.
C'est ce que vous voyez ici, où le fragment est rond au départ. Là, on lui donne un petit coup et il arrive à se déplacer tout seul, sans noyau. Donc cette expérience montre que le noyau, par exemple, et tout ce qui entoure le noyau, n'est absolument pas nécessaire pour expliquer et pour faire fonctionner le mouvement de la cellule. Il suffit finalement d'un sac rempli, entre autres, parce que le phénomène est tout de même compliqué à l'échelle moléculaire, donc d'actine et de sources d'énergie. Alors maintenant, on va s'intéresser à un mouvement un petit peu plus simple, mais qui ressemble énormément à celui qu'on vient de voir, qui est le mouvement de ces bactéries. Alors, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, c'est une cellule qui est infectée d'une bactérie qui s'appelle Listeria. J'y reviens dans quelques secondes. Et vous voyez que ces bactéries se déplacent en laissant derrière elles une traînée dense qui est en fait faite de filaments d'actine. Donc c'est la polymérisation de l'actine qui fait avancer ces bactéries, c'est-à-dire que c'est le même mécanisme qui fait avancer les cellules et qui fait avancer ces bactéries. Donc en fait, ces bactéries détournent complètement la machinerie cellulaire de la cellule, la machinerie cellulaire, ça suffit, pour elle-même se déplacer à l'intérieur d'une cellule. Bon, si je pousse un argument extrêmement loin, je pourrais dire on pourrait stopper une cellule en la surinfectant par ces Listeria, puisque ces bactéries utilisent cette machinerie du mouvement. Mais bon, bien sûr, ça n'est pas réalisable. Alors le cycle d'infection de ces bactéries est schématisé ici. Ce sont des bactéries qui sont ingérées, qu'on trouve dans les fromages crus et dans le poisson cru. Vous avez certainement entendu parler de la listériose, qui est en fait la maladie créée par ces bactéries. Et donc elles entrent, on les ingère, ensuite elles entrent dans nos cellules, et donc quand elles entrent, évidemment, vous voyez bien que la membrane se reforme autour d'elles. Mais elles ont un mécanisme biochimique ensuite qui est capable de détruire cette membrane, et ensuite elles ont une protéine à leur surface qui est capable de polymériser localement l'actine, donc de développer ici à leur surface les petits filaments dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui croissent par un bout. Donc les filaments vont croître à partir de la surface et donc générer cette auréole d'actine qu'on voit ici en gris. Alors ensuite, la cellule va se diviser, et comme cette division va lui donner une asymétrie, eh bien, ceci va constituer l'avant de la bactérie, et à l'arrière de la bactérie, ici, cette comète, ce nuage d'actine, ce nuage de filaments d'actine, eh bien, va être capable de propulser la bactérie en avant et de lui donner une force de propulsion telle qu'elle est capable de déformer la membrane et même d'aller infecter la cellule voisine. Ensuite, le cycle recommence. Elle est entourée cette fois-ci d'une bicouche, puisqu'elle a la couche de la cellule, la membrane de la cellule qu'elle quitte et la membrane de la cellule dans laquelle elle rentre. Et pareil que tout à l'heure, elle est capable de détruire cette membrane et de recommencer son cycle infectieux. Donc cette capacité qu'a la bactérie Listeria à se déplacer, à être propulsée à l'intérieur de la cellule, eh bien c'est une partie de sa virulence, puisque vous voyez qu'elle peut facilement passer d'une cellule à l'autre. Donc ce à quoi je veux m'intéresser dans la suite, c'est quel est ce mécanisme physique inconnu qui permet à ces bactéries d'avancer. Alors on sait qu'il est dû à l'assemblage à l'arrière d'un nuage d'actine, je vous en ai parlé jusqu'à maintenant, et la structure de ces comètes, de ces traînées ici, eh bien c'est un gel, vous voyez, qui est fabriqué de filaments, de ces filaments d'actine dont on a longuement parlé tout à l'heure. Alors, en fait, la bactérie a quand même beaucoup de désavantages, puisque sa taille est fixée par la nature, puisque la composition de l'activateur de polymérisation à la surface ici est elle-même imposée par la bactérie. Et donc, finalement, ce à quoi on pense assez naturellement, c'est que si on est capable de faire des systèmes qui miment ces bactéries, eh bien, on va être capable d'en étudier les propriétés physiques. Alors, en fait, tout porte à croire que ça peut marcher, puisqu'on sait que
ces bactéries utilisent la machinerie extérieure, donc la machinerie de la cellule, pour se déplacer, et qu'on a besoin finalement uniquement de mettre une espèce de catalyseur, un activateur de l'assemblage de ces filaments à la surface ici de ces objets. Donc la question est, peut-on fabriquer des billes comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui seraient recouvertes de l'activateur de la polymérisation d'actine. On met le tout dans l'équivalent d'une cellule, dans un milieu cellulaire en fait. Et l'avantage, c'est qu'on est capable de modifier la nature du nucléateur qu'on met à la surface, parce que la cellule utilise beaucoup de moyens biochimiques pour polymériser l'actine et pour se faire bouger elle-même. On peut donc faire varier la densité, la quantité de ces activateurs qu'on va mettre à la surface, puisque chacun correspond à un filament. Donc on a envie de faire varier le nombre de filaments qu'on va générer ici derrière. On peut faire varier la taille de ces objets. On peut également faire varier la déformabilité de ces objets. Et ce qu'on obtient, c'est l'expérience dont vous voyez le film ici en bas, où vous voyez une bille de diamètre 2 microns qui est en train de se déplacer dans un milieu cellulaire, comme les bactéries que vous avez vues tout à l'heure. Alors vous voyez cette fois-ci la comète ici en noir, et vous pouvez voir ce que je vous ai raconté tout à l'heure, à savoir que la comète croît par ici à l'arrière de la bille cette fois-ci, et vous voyez qu'elle disparaît ici à l'opposé. Donc on a ce phénomène de polymérisation-dépolymérisation qui entretient le mouvement. Encore une fois, vous voyez que la comète ici n'est plus visible, donc elle a relargué ses monomères pour être capable de repolymériser à l'arrière de la bille. Alors la vitesse, on obtient des vitesses qui est tout à fait de l'ordre des vitesses des bactéries dans une cellule, puisque c'est de l'ordre du micron par minute. Alors une question que vous vous posez très certainement, c'est comment peut-on, avec un objet parfaitement sphérique, créer cette comète qui pousse d'un côté et d'un côté seulement. Alors évidemment, la bactérie, je vous ai expliqué tout à l'heure, est asymétrique, puisqu'elle s'est divisée d'un côté et donc elle a pu continuer à générer ce gel d'actine de l'autre côté. Et alors, dans la suite, je vais souvent parler de gel d'actine ou de comète d'actine, parce que tout simplement, comme je vous ai montré sur l'image de microscopie électronique, eh bien, cette comète, ce nuage d'actine qui croît à partir de la surface des bactéries ou à l'avant de la cellule, eh bien, c'est une espèce de plat de spaghetti fait de beaucoup de filaments qui confèrent des propriétés élastiques en fait à la cellule. Donc c'est un gel comme un assemblage de filaments, un réseau à 3 dimensions de filaments. Alors ce qu'on va voir ici, c'est comment justement cette symétrie se brise. Alors pour ça, je vous rappelle que les monomères que j'ai représentés ici en rouge viennent réagir à la surface de la bille alors que cette couche a été déjà faite. Donc imaginez-vous par exemple un caoutchouc que je mets autour d'une bille d'une pièce de 2 €. Si je veux insérer un caoutchouc entre la pièce de 2 € et le caoutchouc qui était déjà là, eh bien, il va falloir que j'étire mon premier caoutchouc. Et c'est ce que je vous ai représenté ici. La première couche, donc ça se comporte vraiment comme un milieu élastique. La première couche, ici, on va être obligé de l'étirer afin d'insérer une nouvelle couche. Et cet étirement va résulter en une contrainte, c'est-à-dire que ce matériau va être finalement sous une contrainte qui va essayer de relâcher. Donc je répète que cette couche ici rouge externe, donc 3 coups avant, elle avait la même épaisseur que cette couche violet pâle. Et donc je vais vous montrer une expérience à droite autour d'une bille qui est assez grosse, qui fait 14 microns, où on va voir que de cet état symétrique, on va passer à un état où la comète va croître, parce que comme la couche ici à l'extérieur est sous contrainte, et comme il y a des défauts dans ce système, enfin je veux dire le gel n'est pas parfaitement organisé, il y a parfois des petits liens qui sont plus ou moins loin les uns des autres, eh bien ça va casser à l'extérieur et ça va permettre à cette comète de propulser l'objet vers l'avant. Donc je vous montre ce film.
Au début, alors oui, je devrais dire, pardon, d'abord que, contrairement aux images précédentes, ici, l'actine est brillante, c'est-à-dire on a utilisé un marqueur des monomères d'actine, et donc le gel d'actine qui croît est brillant, et la bille apparaît ici en gris à l'intérieur. Donc vous voyez que depuis le début, vous voyez que cette épaisseur accrue, c'est-à-dire encore une fois les monomères sont additionnés ici à la surface, et ils doivent pousser vers l'extérieur le gel qui a été déjà formé. Et donc ensuite, ce qui se passe, vous voyez qu'elle va éclater d'un côté, c'est-à-dire elle va se casser d'un côté, et la première couche d'actine va vouloir relaxer dans une situation où elle est plus où elle est dans une situation normale et non plus tirée par cette géométrie sphérique. Je vous repasse le film. Donc vous voyez que ici, l'extérieur, le gel casse. Et donc c'est comme ça que la comète peut se former. Alors vous voyez, je ne vous montre pas le film jusqu'au bout, mais la comète va croître de ce côté, et donc la bille va partir dans cette direction et laisser sa comète derrière elle. Alors si c'est vrai qu'on a des phénomènes d'élasticité et que la brisure de symétrie et le mouvement se fait avec ce matériau qui a des propriétés élastiques, eh bien ça veut dire que si je prends maintenant un matériau déformable, eh bien je vais voir un effet de ces propriétés élastiques. C'est effectivement ce qui se passe. Puisque maintenant, si je fais la même expérience, non pas sur une bille dure, mais sur une bille déformable, ici c'est une bille d'huile, tout simplement, sur laquelle qu'on a recouvert de l'activateur de la polymérisation de l'actine, et bien vous voyez qu'une fois que la symétrie a brisé, une fois que la comète se forme, la comète ici est noire, eh bien, il y a un petit pincement à l'arrière. Vous voyez que la bille qui était ronde au départ devient pincée à l'arrière. Donc finalement, c'est de là qu'on peut comprendre que le mouvement est dû à cet effet de pincement. C'est exactement ce qui se passe si je tiens un pépin de melon entre mes deux doigts, j'appuie dessus, vous savez bien que le melon est capable de partir à l'autre bout de la pièce. Sauf qu'ici, on n'a pas d'inertie, comme je vous l'ai dit au départ. Et donc finalement, ce pépin de melon, il faudrait constamment que je sois là pour presser dessus, pour lui assurer ici, donc à une échelle où la viscosité domine, où on n'a pas d'inertie, il faudrait constamment que je sois là pour appuyer dessus. Et c'est ce qui se passe dans ce système, puisque vous voyez le fait que l'actine polymérise, que les filaments s'assemblent ici à l'arrière de cet objet, font que constamment il est sous tension et que constamment il essaye de s'échapper à cette tension. Alors de ces expériences, on peut faire des mesures physiques. Alors ici à nouveau j'ai inversé le contraste puisque j'ai donc la bille d'huile est ici, pincée à l'arrière, et là la comète d'actine qui est fluorescente, donc qui apparaît brillante. Alors on peut essayer de comprendre la forme de cet objet et de relier les forces qui sont en jeu à la forme de cet objet grâce à l'équation de Laplace. Qui nous dit que la différence de pression de chaque côté d'une interface liquide est proportionnelle à un terme qui est la tension superficielle et inversement proportionnelle au rayon de courbure. C'est-à-dire qu'ici, si j'applique l'équation de Laplace ici, eh bien la différence de pression entre l'intérieur de la goutte et l'extérieur de la goutte est inversement proportionnelle à ce rayon de courbure. Mais maintenant, si je veux appliquer l'équation de Laplace de l'autre côté, on voit bien que on a une pression supplémentaire qui est due à cette polymérisation d'actine. Et donc, à ce moment-là, cette équation va être modifiée et on va rajouter un terme que j'ai appelé ici sigma, qui va être un terme de pression, qui est l'effet de mes doigts sur le pépin de melon, qui va représenter la contrainte qui est exercée par le gel d'actine sur cette goutte d'huile. Et finalement, si on écrit les équations, eh bien, on se rend compte que ici, on va avoir une pression vers l'intérieur, c'est-à-dire que sur le bord, ça va pousser, alors qu'à l'arrière, ça va tirer.
C'est-à-dire, imaginez-vous, au lieu du pépin de melon, prendre un ballon, par exemple. Si vous pressez de chaque côté, eh bien, vous allez effectivement presser ici, mais vous allez avoir le bout du ballon qui vous rentre dans la main. C'est exactement ce qui se passe ici. Et donc, on en déduit quelque chose d'assez étonnant, mais qu'on peut confirmer, qu'on a confirmé par la suite, c'est qu'on a une traction ici, c'est-à-dire qu'on est capable d'arracher le gel à l'arrière de cet objet. Alors, je vais résumer maintenant tout ce que je vous ai dit sur ces mouvements d'objets par polymérisation de l'actine. Vous voyez là-haut, donc je vous ai résumé, on a une bille dure sur laquelle pousse ce gel d'actine, qui est vraiment semblable à un caoutchouc. Imaginez qu'un caoutchouc pousse continuellement autour d'une sphère, comme ça. Donc, il va se casser par l'extérieur et ensuite générer une comète qui est ici, qui va pincer l'objet et le propulser vers l'avant. Donc parfois, je vous ai dit je vous ai montré par ces objets mous ici, enfin si on utilise des objets mous comme objets propulsés, qu'il y a une traction à l'arrière et donc dans certains cas on peut arracher le gel et obtenir, au lieu d'une comète bien homogène, on peut obtenir des comètes creuses. Alors maintenant, sans rentrer complètement dans les détails, vous voyez que ce gel d'actine, cette comète, croît à partir de la surface, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il y a un certain frottement, c'est-à-dire qu'on a un frottement surface-surface, puisque cet objet croît et reste attaché à la surface, eh bien on va avoir un frottement entre deux surfaces. Et alors, ça a comme conséquence que dans certaines conditions, si on altère les propriétés physiques de ces objets, eh bien, au lieu d'avoir un mouvement continu comme ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, eh bien, on a un mouvement qu'on appelle saltatoire, un mouvement par saut. Vous voyez que là où l'actine, donc la bille, si vous regardez bien, la bille s'arrête pendant que l'actine polymérise, constitue son gel, accumule assez de contraintes finalement pour refaire cet effet de pression, la propulse en avant, elle a plus de moteur de propulsion en quelque sorte, donc elle s'arrête à nouveau, elle repolymérise tout autour d'elle, elle refait ce gel qui la pince, qui la bouge vers l'avant et ainsi de suite. Et en fait, ce mécanisme de mouvement par saut devrait vous rappeler, par exemple, une craie qui crisse sur un tableau. C'est ce qu'on appelle en anglais le phénomène de stick slip, parce que la craie s'accroche et se décroche, ou en français, le phénomène de broutement. Et vous savez que donc ça, c'est dû au fait que vous êtes la force de propulsion, vous tirez sur la craie, mais par contre cette craie a envie de s'accrocher au tableau, et donc elle frictionne, elle frotte sur le tableau. Donc là c'est la même chose, c'est le fait que le gel frotte à la surface de la bille qui va faire que dans certaines conditions, eh bien la force de propulsion va être du même ordre de grandeur de cette force de friction qui s'oppose au mouvement, et donc va créer ce mouvement ici. Alors la fréquence d'une craie qui crisse est évidemment reliée à la fréquence des sauts qu'elle fait, mais bon, on n'a pas encore pu entendre ces billes. Alors ce qui est intéressant là-dedans, eh bien, c'est que ce mécanisme de mouvement par saut, il a été vu dans des bactéries Listeria qui avaient été modifiées génétiquement. Si vous regardez ici cette séquence que j'ai mise, vous voyez que, alors je ne sais pas si vous pouvez bien distinguer le temps, mais ici elle met 30 secondes à pouvoir s'échapper de son nuage. Donc elle a un nuage d'actine qui croît ici. Je vais arrêter le film là-haut. Elle a un nuage d'actine qui croît autour d'elle, et puis tout à coup elle s'échappe de ce nuage, et vous voyez qu'en 6 secondes elle est capable de faire une longueur. Donc il se passe la même chose finalement dans des modifications génétiques et dans ces altérations des propriétés physiques du système biomimétique. Donc ça ouvre une nouvelle voie pour comprendre par où passe la génétique finalement pour donner des phénotypes différents. Et ici, c'est bien possible qu'elle passe par la physique. Bien, alors maintenant, une question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi ça sert tout ça pour les biologistes ? On comprend que ce mouvement est par
pression, par un effet de pincement de l'objet vers l'avant. Mais finalement, est-ce qu'on peut répondre tout de même avec ces systèmes à des questions purement de biologie, purement de biochimie? Alors c'est ce que je vous ai mis ici. Malheureusement, vous ne voyez pas très bien cette cellule ici, mais c'est une cellule qui est en train d'avancer vers la droite. Et vous allez me croire sur parole, mais il y a plusieurs endroits différents dans la cellule. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le film que je vous ai montré. Il y a des protrusions plutôt étendues et des protrusions plutôt filoformes. Et ces deux types sont détaillés ici sur les images de microscopie électronique. Vous voyez que vous avez ici un réseau structuré en Y plutôt, enfin branché, alors que ici, vous voyez que vous avez un réseau de filaments plutôt parallèles. Et ces deux mécanismes, en fait, sont dus à deux chemins biochimiques, deux chemins de signalisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais appelons-la une protéine bleue et une protéine jaune. Donc, ce sont deux chemins différents qui conduisent tous les deux à l'assemblage des monomères d'actine en polymère. Et donc ce système de billes permet finalement de reconstituer, tout simplement en utilisant, en greffant soit cette protéine à la surface des billes. Vous voyez que ça permet de reconstituer la structure qui est dans la cellule. Donc à partir de ces billes, vous voyez que là, dans le cas du haut, on a un réseau qui est plutôt branché, alors que dans le cas du bas, il est beaucoup plus aligné. Vous le voyez, ici, ces filaments sont non seulement très longs, mais très alignés. Donc finalement, on arrive à reconstituer ces différents mécanismes à partir de ces billes, de ces systèmes simplifiés. Et d'ailleurs, ce sont ces systèmes qui peuvent être utilisés pour la détection de drogues, de médicaments qui agissent sur la polymérisation de l'actine. Bien, alors je vais passer à une dernière partie maintenant, qui est encore une partie physique, qui est la mesure de la force générée dans ce processus. Donc si je résume jusqu'à maintenant, on a compris que la croissance de cette comète d'actine, de ce gel d'actine à l'arrière de l'objet, capable de pincer l'objet, de le propulser en avant. Mais donc maintenant, on aimerait avoir une idée de la force qui est générée dans ce processus. On a vu tout à l'heure qu'on sait qu'elle est forcément plus grande que 10 puissance moins 15 à 10 puissance moins 17 newtons, puisqu'on a vu que c'était la force visqueuse à laquelle il fallait s'opposer pour bouger. Et maintenant, bien, on va essayer d'aller sonder cette force directement in situ par l'expérience que je vais vous décrire maintenant. Alors, cette expérience consiste à prendre une fibre, donc ici c'est une microfibre, sur laquelle on va attacher une bille, et cette microfibre va être une mesure de force. Alors comment on mesure la force là-dedans? C'est toujours par la loi de Hooke dont on parlait au départ. Eh bien si maintenant je vous fais l'expérience ici en grandeur, dans notre grandeur, dans nos grandeurs à nous, eh bien si je prends ce pointeur très ancien temps, si je le déplace, eh bien, on sait par la loi de Hooke que le déplacement va être proportionnel à la force que je dois appliquer pour le déplacer. Donc c'est exactement ce qui va se passer ici, mais à l'échelle du micron, c'est-à-dire tout ça, ça se passe sous le microscope. Et finalement, on va utiliser ce senseur de force en regardant sa déflexion. On va regarder de combien il se défléchit, et donc ça va nous dire quelle est la force qui est appliquée là-dedans. Donc ce qu'on fait, c'est que cette bille, on la prépare de sorte à ce que la comète croît à partir de la bille. Ensuite, on maintient cette bille dans une petite pipette, dans une micropipette, par une légère aspiration négative. Et on peut ensuite tirer cet objet, le micro-manipuler, comme on dit. Donc on tire cet objet à une vitesse qu'on mesure ou qu'on impose. Et on mesure ou on impose la force à gauche. Alors on peut soit imposer la vitesse, il suffit de connaître à quelle vitesse on va tirer sur cette micropipette, soit imposer la force, et tout ça tout simplement par un système de boucle de rétroaction, c'est-à-dire que dès que la force, ou plutôt le déplacement qui est proportionnel à la force, va s'éloigner d'une certaine position, eh bien on va recalculer la vitesse. Alors, il faut connaître la rigidité des billes, et pour ça, on va utiliser ce que je vous ai déjà décrit tout à l'heure, qui est le mouvement brownien. Ces petites fibres
ces petites fibres de taille au-dessous du micron, enfin d'épaisseur bien au-dessous du micron, sont elles-mêmes soumises à ce mouvement brownien dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si je regarde dans un microscope, enfin c'est pas tout à fait vrai parce que les fluctuations sont plus faibles que ça, mais au bout, sous l'effet de la température, eh bien le bout de ma fibre va osciller comme ceci. Et on va pouvoir écrire que l'énergie mécanique, qui est 1/2 de kx2, est égale à l'énergie thermique, on l'a vu tout à l'heure, qui est proportionnelle à la température, et en déduire la constante de raideur de cette fibre, qui va être kT divisée par la valeur moyenne du carré des fluctuations. Alors les rigidités qu'on arrive à obtenir avec ces fibres, ce sont des fibres de verre étirées à chaud, eh bien c'est de 0,4 à 4 nanonewtons par micron, c'est-à-dire que pour voir un déplacement d'un micron, c'est-à-dire qu'un déplacement d'un micron correspond à peu près à une force de l'ordre du nanonewton. Alors ensuite, pour raccrocher tout ça sous le microscope, eh bien c'est pas très simple, mais on y arrive par le principe suivant. Tout d'abord, on met au bout de la fibre une petite goutte de colle et on va aller coller la bille qui est ici aspirée dans une micropipette sur la goutte de colle. Alors c'est une colle qui sèche sous UV. Et donc on va utiliser un petit pulse UV local pour arriver à rigidifier cette colle. Donc dans un premier temps, on approche la bille avec le micropipette sur la petite goutte de colle. Donc on envoie un pulse UV et ensuite on se retrouve donc, si tout va bien, avec cette bille qui est collée au bout de cette microfibre. Donc ensuite on mesure sa rigidité et puis l'étape suivante, qui est un petit peu compliquée également, c'est la préparation de la bille, c'est-à-dire il faut qu'on recouvre cette bille d'un activateur de la polymérisation d'actine. Alors c'est ce qu'on fait de la manière suivante, on met la solution de l'activateur dans une micropipette, on fait tout ça dans l'air, et on vient mettre en contact uniquement le bout de la micropipette avec la petite bille ici, qui, je vous le rappelle, fait 2 microns. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si on recouvre l'ensemble du bout de la fibre, évidemment, ensuite on va avoir de la polymérisation de l'actine partout et on ne saura plus du tout quelle force on mesure. Donc finalement, on finit avec cette microfibre, la petite goutte de colle solidifiée et puis la bille qui est ici recouverte de l'activateur de la polymérisation d'actine. Alors on met le tout ensuite dans l'équivalent de l'intérieur d'une cellule et voilà le genre d'expérience qu'on observe, le genre de phénomène qu'on observe sous le microscope. Alors ici, c'est un film. Au début, le film est à force constante, c'est-à-dire vous voyez que la fibre ici ne bouge pas. On impose la force et on calcule la vitesse qui correspond à cette force. La force ici est de 0,3 10 puissance moins 9 newton. Et si vous regardez bien, si on tire très vite à un moment, eh bien, on va arriver à arracher la comète de la bille, mais surtout, on va mesurer la force maximale, finalement, et vous allez voir une déflexion ici, très rapide, de la petite microfibre. Alors, vous voyez que il va repasser. Alors, la bonne nouvelle a été que donc, quand on arrache, je vais vous réexpliquer le film dans 2 secondes, mais quand on arrache ici la comète, eh bien, elle est capable de repousser, c'est-à-dire l'activateur de la polymérisation qu'on a mis à la surface de la bille reste là et est capable de continuer le phénomène. Alors vous voyez, le film va reprendre au départ. Vous voyez que ici la microfibre ne bouge pas. Tout à coup, elle va bouger dans ce sens. Voilà, et revenir à sa position sans force, quoi. C'est-à-dire que ici, à la fin, la force est nulle. Vous voyez qu'elle s'est un peu défléchie vers la droite, elle va se défléchir beaucoup, puis revenir à sa position à force nulle. Alors, qu'est-ce que ce genre d'expérience nous enseigne? Eh bien, déjà que la force générée est de l'ordre du nanonewton, c'est-à-dire 10 puissance 9 newton, donc bien plus forte que la force visqueuse de 10 puissance moins 15 newton. On se demande d'ailleurs pourquoi le système choisit d'utiliser une énergie si grande alors qu'il n'a finalement que 10 puissance moins 15 newton à contrer. Que la force d'arrêt, c'est-à-dire, c'est une expérience que je ne vous montre pas ici, mais quelle est la force qu'il faut appliquer pour arrêter le mouvement? Eh bien, il faut appliquer une force de 7 nanonewtons et que la force d'arrachage est de 3 nanonewtons. Donc finalement, ces expériences nous renseignent sur cette force de propulsion, sur la valeur de cette force de propulsion.
Alors pour finir, je vais faire une boucle sur Hooke finalement, puisque on est capable de mesurer la force en fonction de l'allongement, on est capable de mesurer l'élasticité de ces objets. Je vous ai dit dans tout le début de l'exposé que c'était des objets très élastiques qui étaient comparables à du caoutchouc, en fait à l'effet élastique dans le caoutchouc. Et vous voyez que si on fait une expérience de force en fonction de l'allongement sur ce type de comète, eh bien on a une droite qui est justement la loi de Hooke qui nous dit que la force divisée par la surface est proportionnelle à l'allongement relatif de cet objet, donc encore une fois comme sur un élastique, et le facteur de proportionnalité c'est le module élastique qu'on estime ici dans ces expériences de l'ordre de 10 puissance 3 Pascal. Alors, ce module élastique est plus faible que le module élastique d'un seul filament d'actine, évidemment, puisque je vous ai montré, c'est une structure organisée et finalement, il y a quelques trous à l'intérieur, ce qui lui permet de réduire son module élastique. Mais on peut le comparer à des modules élastiques de caoutchouc de la vie de tous les jours. Je vais m'arrêter là et conclure. Je vous ai montré ici une étude physique d'un phénomène cellulaire qui est la motilité. Alors il y a beaucoup d'autres études physiques qui se développent actuellement en France et dans le monde sur d'autres mécanismes cellulaires. Je vous ai montré qu'on était capable maintenant, grâce au progrès extraordinaire de la biologie moléculaire, de concevoir des systèmes expérimentaux simplifiés et d'isoler les phénomènes qu'on peut étudier avec des moyens de physiciens. Je vous ai montré qu'on pouvait évaluer les forces mises en jeu dans ces processus actifs et comprendre leur origine. Alors ce que j'appelle processus actif, c'est par opposition au processus passif que je vous ai montré au départ, c'est-à-dire le mouvement brownien et cette force visqueuse qui est donnée par le fluide. Et enfin, je terminerai sur une petite note futuriste. Sera-t-on capable, dans les années qui viennent, de faire en chimie de synthèse, cette fois-ci, non pas en prenant le matériau de la biologie, mais en chimie de synthèse, un mouvement de propulsion par polymérisation, et ça, c'est l'avenir qui le dira. Je vous remercie pour votre attention.